Bonjour, bienvenue au webinaire du 6e cycle de certification des établissements de santé. Nous sommes ravis de vous accueillir pour répondre à toutes vos questions. Je serai accompagné sur ce webinaire de plusieurs intervenants, dont Isabelle d'Orléans. Bonjour à tous, Isabelle d'Orléans, chef de projet en charge du développement du dispositif de certification. Loïc Kéribin. Bonjour à tous, Loïc Kéribin, je suis donc l'adjoint de Patrick au sein du service certification. Donc Patrick Méchin, je suis le chef du service de certification des établissements de santé. Et nous avons avec nous Véronique Anatole, qui est la présidente de la commission de certification des établissements de santé. Bonjour à tous et à toutes, je suis vraiment ravie d'être présente à ce webinaire. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc j'ai rejoint la HAS au 1er mai dernier, je succède à Catherine Gindre et je suis directrice d'hôpital de formation et j'ai exercé à la fois en psychiatrie, en centre hospitalier, en CHR et en CHU. Mon dernier poste était à la tête du CHU de Rennes. Et je suis vraiment ravie d'avoir rejoint la HAS parce que je suis persuadée que la qualité et la sécurité des soins doivent rester la boussole de notre système de santé et de tous les acteurs, et ce, malgré toutes les difficultés que je connais bien pour avoir quitté le terrain simplement il y a quelques mois, malgré toutes les difficultés budgétaires, de ressources humaines, de tensions sur les lits ou d'accès aux soins pour nos concitoyens. Alors, je vais vous rappeler dans cette introduction à ce webinaire, et je suis vraiment ravie que vous soyez très très nombreux à la fois à avoir posé des questions et à vous connecter. Je voulais rappeler que ce 6e cycle, c'est un cycle de maturité après le 5e cycle, qui a été conçu comme tous les précédents référentiels avec, pour les professionnels et par les professionnels. C'est ce qui fait la caractéristique et l'ADN de la HAS et de ce dispositif de certification. Et il est arrivé à une véritable maturité et en même temps, il porte un certain nombre d'ambitions et d'évolutions. Et il continuera à évoluer tant dans le cadre de sa mise à jour que dans le cadre du prochain cycle. Et mon souhait est aussi que ce 6e cycle, mais aussi les cycles suivants, portent une ambition de encore plus simplifier et médicaliser ce manuel de certification. Alors ces ambitions, elles sont triples. La première, c'est de répondre à des enjeux clés dans le cadre de ce 6e cycle, que sont l'obstétrique, la périnatalité. Vous connaissez les enjeux sur ce sujet. On voit une dégradation des résultats en France, des résultats dans ce domaine. Le développement du numérique, avec évidemment l'analyse des dispositifs médico-numériques embarqués avec de l'IA, et c'est la question de l'intelligence artificielle aussi un énorme enjeu sur lequel il fallait intégrer de nouveaux critères. Le risque lié aux médicaments, qui est toujours un sujet tout à fait majeur, en lien bien sûr avec les événements indésirables. Le développement durable aussi avec les échos de soins, je pense que c'est très très important aussi. Et il y a un très fort attachement des professionnels aussi à cet enjeu. La deuxième ambition forte, c'est de s'adapter aux priorités de santé publique. Et comme vous l'avez vu, ce nouveau référentiel renforce aussi la place des enjeux de l'antibiorésistance, des urgences, qu'il s'agisse globalement des urgences ou de la prise en charge non programmée, qu'il s'agisse des passages évitables des personnes âgées. La psychiatrie, bien sûr, qui est la grande cause nationale de cette année et également une priorité majeure du projet stratégique de la Haute Autorité de Santé. La troisième ambition et la troisième grande priorité, c'est aussi de renforcer la place des patients et des usagers. Ce sont des partenaires à part entière, évidemment, du soin, de la prise en charge médicale, et leur engagement, le respect de leurs droits, la place des responsables des usagers, la prise en compte de leur satisfaction et de leur expérience sont bien sûr des priorités majeures. Nous avons d'ailleurs fait un webinaire avec les représentants des usagers pas plus tard que la semaine dernière, avec de nombreuses questions et énormément de connexions également. Et merci à tous les établissements qui jouent ce rôle de renforcer la place des usagers dans l'ensemble de leur fonctionnement. Alors, ce 6e cycle, comme vous le savez, il est, comme les précédents cycles, conduit par des visites qui sont menées par les pairs, vos pairs, les professionnels, les experts visiteurs. C'est toute l'originalité, encore une fois, et l'ADN de la certification française des établissements de santé. Nous avons 854 collègues qui sont engagés dans ces visites de certification. Je voudrais les remercier très, très sincèrement. Sans doute, un certain nombre d'entre eux sont connectés.
Et donc ce webinaire leur est dédié, mais vous est dédié à tous les professionnels, mais également aux représentants des ARS et à tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons très étroitement. Et je remercie aussi les ARS, bien sûr, pour leur engagement dans ces démarches de certification. Ces experts visiteurs sont formés. Vous savez, nous tenons beaucoup à ce qu'il y ait une formation à la fois initiale, continue des experts visiteurs. Ils sont là pour vous aider, ils sont là à votre écoute, à l'occasion des rencontres avec les patients, avec les équipes, dans les établissements, à l'occasion des restitutions qui sont faites avec, nous le souhaitons beaucoup, avec pédagogie et bienveillance. Et ils portent avec vous, mais c'est d'abord vous, bien sûr, qui portez ces dynamiques, une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins au service des malades. Et on a vu les progrès réalisés ces 20 dernières années grâce à cette certification des hôpitaux en France. Alors ce webinaire, et je vais prochainement redonner la parole à Patrick Méchin, c'est bien évidemment d'abord répondre à vos questions. Vous avez été très très nombreux et vraiment je vous en remercie très sincèrement, 200 personnes à nous envoyer des questions auxquelles nous allons vous répondre. Et bien sûr, si vous en avez d'autres, nous répondrons au cours de ce webinaire sur toute une série de thématiques, les méthodes, les attendus des critères, le processus de décision, les outils. Toutes ces questions montrent votre intérêt et votre mobilisation et je vous en remercie très fortement. Et la HAS continuera à être dans cet esprit de dialogue avec tous les professionnels de terrain, à l'écoute du terrain, à l'écoute de tous ces interlocuteurs, y compris dans les situations les plus difficiles des établissements non certifiés ou certifiés sous condition. Donc merci encore à tous et toutes et merci d'avance sur le terrain de continuer à porter cette dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Et je passe la parole à nouveau à Patrick Méchin. Eh bien, merci beaucoup. Bien sûr, pendant tout ce séminaire. Merci. Merci beaucoup, Véronique. Ce propos introductif est très important et justement, Véronique évoquait l'approche terrain qui était celle du 5e cycle de certification. Et donc, on va effectivement voir à travers le bilan de ce 5e cycle tout l'impact effectivement de la démarche qui a été la nôtre et des changements de méthode qui ont été opérés entre le 4e et le 5e cycle. Nous avons eu 2432 visites qui ont été réalisées entre 2021 et 2025, juillet 2025, qui marquent effectivement la fin des visites du 5e cycle de certification. Pour ces 2432 établissements qui ont été visités, nous avons à ce jour 87% des décisions de certification qui ont été prononcées. Les autres décisions de certification interviendront jusqu'à la mi-décembre de l'année 2025, puisque la commission de certification donc rendra les avis entre septembre et décembre 2025. Ces chiffres clés nous montrent que la plupart des établissements de santé répondent aux attendus du référentiel de certification. Pour autant, avec les 4 niveaux de certification que vous connaissez maintenant parfaitement, avec 147 établissements qui sont certifiés sous condition et 87 établissements à date qui ne sont toujours pas certifiés. Pour la diapo suivante, nous voyons que la répartition territoriale est assez hétérogène. Pour autant, nous avons engagé depuis une année maintenant un dispositif d'aller vers les régions, les agences régionales de santé, d'aller vers les centres hospitaliers universitaires, d'aller vers les établissements de santé, les professionnels de terrain. Pourquoi ? Pour sensibiliser sur les attendus du référentiel de certification. On constate à date une amélioration de la prise en compte des attendus du référentiel de certification. Notre idée, c'est de donner sens, effectivement, à cette approche de la qualité et de la sécurité des soins. Les établissements qui sont non certifiés ou certifiés sous condition ont donc une deuxième visite. Et là encore, le bilan de ces deuxièmes visites montre l'effet levier de la certification sur l'amélioration des pratiques.
Les établissements certifiés sous conditions sur l'ensemble du 5e cycle de certification ont globalement plutôt réussi à le cap, même si nous avons encore 33 établissements certifiés sous conditions qui ont eu de la peine à franchir le cap, mais on ne doute pas qu'ils sont motivés pour réussir la certification prochaine. Et puis parmi les établissements non certifiés, eh bien, là encore, nous avons des établissements qui se sont plutôt mobilisés de manière positive, avec même deux établissements qui ont été certifiés haute qualité des soins. Et il reste effectivement des établissements qui sont à ce jour non certifiés ou qui ont été de nouveau certifiés sous conditions. Donc, ce qui illustre parfois les difficultés pour mettre en œuvre l'ensemble des recommandations visant la qualité et la sécurité des soins. Le 5e cycle donc touche à sa fin et nous sommes engagés dans le 6e cycle de certification. Ce 6e cycle de certification, comme l'a évoqué Véronique Anatole, a vu se poursuivre donc l'organisation, on va dire, du référentiel en chapitre. Donc ça, on ne change pas les méthodes. Mais par contre, on a des petites nuances quand même qui sont apportées. La première concerne le parcours traceur, qui intègre désormais la rencontre de patients au sein de ce parcours. Donc on aura l'occasion d'y revenir dans les questions que vous nous avez posées tout à l'heure. Ce qu'on peut se dire là, c'est que c'est assez facile d'intégrer ces patients et qu'au contraire, ils ont plutôt une envie de raconter la manière dont les séjours hospitaliers se passent pour eux. Nous avons également, pour les médecins centrés patients traceurs, envisagé qu'ils puissent aussi faire du parcours traceur. Et dans une logique de cohérence en fait de vue, le médecin fait la visite du parcours et ensuite rencontre les patients qui sont concernés par ce parcours. Donc logique de cohérence et puis de partage de points de vue au sein d'une équipe de certification. Nous avons également proposé la fin des audits de nuit systématiques. Je dis bien systématiques parce qu'en fait, il se pourra qu'au cours d'une visite de certification, il y ait une volonté de regarder la manière dont les équipes de nuit sont mobilisées sur la qualité et la sécurité des soins. Et donc, on pourra être amené à refaire un audit de nuit comme c'était précédemment. Mais comme vous le verrez, dans les calendriers de visite de certification, ce n'est pas proposé maintenant de manière systématique. 8 mois avant la visite, nous vous demandons de déposer les documents sur Calista. Donc Calista, c'est cette plateforme d'échange entre la Haute Autorité de Santé et les établissements de santé et avec les experts visiteurs. Et donc, il faut plutôt vous déposer vos documents obligatoires. Vous savez qu'on a des documents obligatoires à déposer dans Calista. Plutôt, c'est le mieux, parce que ça permet aussi de préparer la visite. Je rajoute à ces éléments-là l'attention que nous portons au contexte hospitalier. Véronique Anatole rappelait les différentes contraintes qui pèsent sur les établissements de santé aujourd'hui. Alors, il y en avait qui pesaient sur les établissements de santé depuis 2021, depuis la crise sanitaire. On a été très sensibilisés à la manière dont les établissements de santé répondaient et s'étaient engagés dans la gestion de cette crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est d'autres difficultés et donc les notes de contexte sont toujours attendues pour nous permettre aussi de prendre en compte vos réalités de terrain. Et puis enfin, dans les différents documents qui sont à votre disposition, vous avez des fiches pédagogiques. Ces fiches pédagogiques, en fait, sont l'illustration des attendus de la certification sur certains domaines. Dans ces fiches pédagogiques, vous retrouverez des logigrammes d'aide à l'évaluation. Elles permettront d'évoquer le poids de certains éléments d'évaluation par rapport à d'autres. Donc, je vous invite à en prendre connaissance, d'ores et déjà, pour vous faire une idée des attendus forts de ce 6e cycle de certification. Alors, nous avons réalisé des premières visites. 56 visites ont été réalisées jusqu'à vendredi.
Et ce que l'on peut noter, vous le voyez, c'est que les scores, donc les résultats chiffrés, sont assez comparables. Et les premières décisions seront prises en janvier 2026 pour ces établissements. Mais vous voyez que nous avons un panel d'établissements qui est assez diversifié, qui correspond au paysage sanitaire français. Et donc nous avons un CHU qui a été visité, 3 CH, 17 établissements privés non lucratifs, 33 établissements privés lucratifs, un EPSM et un centre de lutte contre le cancer. Voilà, toutes les activités sont donc représentées à ce stade. Et donc pour conclure sur ce moment, juste pour rappeler que au moins, vous avez vu que nous avons renforcé les exigences, nous avons 21 critères impératifs, et chaque fois qu'il y a un non sur un élément d'évaluation à ce critère impératif, eh bien, ça génère une fiche anomalie. Donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait des fiches anomalies dans chaque établissement. La fiche anomalie a pour but d'éclairer sur la manière dont l'établissement est engagé pour répondre aux attentes du référentiel de certification. Le non ne signifie pas que l'établissement n'est pas en maîtrise du sujet. Mais il faut pouvoir avoir une lisibilité un petit peu plus importante et le reste à travailler pour le plan d'action, pour éclairer un peu mieux les établissements de santé sur leur feuille de route. Donc il y a une hausse mécanique du nombre d'anomalies, mais ça ne signifie pas une baisse du niveau de décision. Donc c'est très important de le souligner parce que c'est effectivement la préoccupation que vous auriez peut-être pu avoir. Et donc d'ores et déjà, je préfère vous rassurer sur le sujet. Les réajustements ont été intégrés. On a, à partir de ces 56 premières visites, et puis des retours que vous nous avez faits, on a pu opérer à quelques évolutions dans Calista qui vont concerner donc les futures visites. Alors nous avions 2 éléments d'évaluation qui posaient problème. Donc notamment sur la prescription des médicaments et sur l'administration des médicaments, 2 critères impératifs. Et on avait des éléments d'évaluation qui faisaient référence à l'autonomie du patient avec un programme hors PAM. Donc la suppression de ces 2 éléments d'évaluation a été réalisée et reste le critère avancé sur PAM. Mais c'était beaucoup de questions que vous aviez à ce propos et donc plutôt que de persister, on a préféré retirer, l'idée étant quand même pour nous tous que l'ensemble de la prise en charge médicamenteuse d'un patient soit la plus sécure possible. Donc on vous invite quand même à ce que la sécurité de la prise en charge médicamenteuse soit au rendez-vous des établissements de santé. Le deuxième point, c'est la cartographie de l'ensemble des dispositifs médicaux numériques à usage professionnel. L'attendu, effectivement, était très élevé pour 2025. Il est donc attendu que l'initiation de la cartographie à date soit proposée. Donc on a modifié l'élément d'évaluation de telle manière que l'expert visiteur en visite ne regardera que si, pourra répondre oui si l'établissement a initié quelque chose, mais n'a pas réalisé l'entièreté de cette cartographie. Donc là aussi, c'est très important, parce qu'en fait, vous savez que le risque numérique est un risque majeur à l'hôpital, et qu'il faut être en mesure de pouvoir préserver et analyser ce risque. Le troisième point concerne le rayonnement ionisant dans la lettre de liaison. Là, c'était une erreur de notre part, puisqu'en fait, on avait indiqué qu'il fallait qu'il y ait la dose, vous savez, de rayonnement ionisant dans la lettre de liaison à la sortie. En fait, ce qui est attendu, c'est qu'elle soit intégrée au compte-rendu à l'issue de l'examen. Donc, du coup, là aussi, ça a été modifié. Voilà donc les ajustements d'ores et déjà qui ont été engagés. Il y en aura probablement d'autres dans les années qui viennent. Vous savez que nous sommes engagés
à un réajustement du référentiel à périodicité régulière. Donc il y en aura pour 2027, sans modification du référentiel pour 2027. Et puis, comme l'évoquait Véronique Anatole, il y aura également le travail qui sera fait sur le futur référentiel pour l'année 2028. Donc, pour la suite de cette étape, pour les suites de cette étape, nous allons appeler maintenant Loïc Quéribin, qui va vous présenter en fait les supports et les modalités d'accompagnement qui vont vous permettre de travailler et de sécuriser vos pratiques. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour à tous. Effectivement, donc quelques nouveaux outils qui sont d'ores et déjà à votre disposition sur le site internet de la HAS et sur la page qui est dédiée au 6e cycle de certification. Parmi ces nombreux outils que vous retrouvez en flashant le petit QR code, vous tomberez directement sur la page, vous allez retrouver le référentiel, évidemment, un guide méthodologique à destination des établissements de santé qui permet de concrètement rentrer dans la procédure pour en connaître toutes les étapes et les conditions. Vous avez également sur cette page plusieurs affiches de communication qui vont vous permettre de travailler avec les équipes autour des 12 nouveaux objectifs de ce référentiel, mais également sur les critères impératifs avec tout ce jeu d'affiches, flyers qui sont d'ores et déjà mis à disposition. Vous avez aussi dans cette page du site internet les fiches pédagogiques qu'évoquait Patrick il y a quelques minutes, fiches pédagogiques qui déclinent les attendus du référentiel de manière sans doute plus transversale, un peu moins à la suite des critères des uns des autres, et qui vont aborder des thèmes aussi variés que la prise en charge des enfants, la prise en charge des personnes en situation de handicap, le parcours hospitalier et intra-hospitalier, mais également extra-hospitalier. Et c'est dans ces fiches que vous retrouverez les logigrammes qu'évoquait Patrick il y a quelques instants et qui vont vous permettre, mais également permettre aux experts visiteurs d'être plus à l'aise dans l'évaluation et notamment dans la détermination des critères qui sont applicables ou non applicables. Alors, il y en a déjà un certain nombre qui sont en ligne, il y en a d'autres qui arrivent sur l'HAD, sur les risques numériques, sur la dialyse par exemple. Et ces fiches pédagogiques, elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont en fait le copier-coller des modules de formation des experts visiteurs et elles portent cette logique de transparence et de lisibilité qui permet aux établissements et aux experts visiteurs de pouvoir s'appuyer sur le même contenu pédagogique pour préparer la visite et accueillir les experts dans les meilleures conditions possibles. Il y a également à disposition des établissements et des experts sur le site internet ce jeu d'affiches que j'évoquais à l'instant sur les critères impératifs qui s'accompagne d'un livret témoignage, c'est-à-dire ce sont des professionnels qui viennent expliquer en quoi ce critère impératif et comment les attendus du critère impératif a pu conduire à un changement de pratique et in fine à une amélioration des organisations et des pratiques et qui peut évidemment être mobilisé dans le cadre de la démarche qualité de l'établissement, eh bien pour rendre un peu plus concret, voire beaucoup plus concret, les attendus du référentiel. Parmi les nouveautés également que vous avez à disposition, c'est un kit de communication qui permet de faire le lien avec un nouvel attendu du référentiel. Ce nouvel attendu du référentiel, vous le savez, il vise à encourager les établissements à communiquer sur leur niveau de certification, de communiquer aux accueils de l'établissement, de communiquer sur la page d'accueil du site internet de l'établissement s'il existe. Et pour ce faire, eh bien, on a mis à votre disposition, ou ça arrivera dans les semaines qui viennent, ce jeu d'affiches qui sont encore en mode document de travail et qui vont être actualisés avant diffusion et qui vont permettre de vous aider à communiquer sur le niveau de certification dès lors qu'il aura été prononcé par la commission. Je crois qu'on a fait le tour des outils. C'est aussi le moment où on va rentrer dans le cœur de ce webinaire, à savoir répondre à toutes les questions que vous nous avez posées.
On a déjà reçu plus de 200 questions en préalable à ce webinaire. On les a classées, on va y répondre. Ça ne vous empêche pas de continuer à les poser dans le chat. On y répondra évidemment durant cette heure qu'on va passer maintenant ensemble. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à tout, parce qu'il y a sans doute beaucoup de questions, vous les retrouverez dans une fac qui sera mise en ligne dans les jours, semaines qui viennent et qui permettront de faire le lien entre les attendus et les questions que vous vous êtes posées. Donc, je crois que c'est l'heure pour que Véronique, Isabelle, Patrick et moi, on puisse répondre à toutes vos questions. Alors voilà, pour répondre à toutes vos questions, vous avez été nombreux à nous poser des questions. On en a eu plus de 200 jusqu'à vendredi. Nous avons essayé de les classer entre des méthodes d'évaluation, les attendus du référentiel et le processus décisionnel. Et donc la première question, premier groupe de questions concerne l'audit système encadrement médical et paramédical, avec les questions qui suivent. Et donc, je vais laisser Loïc, peut-être, sur cette première série de questions, répondre. Merci. Oui, effectivement, on a eu beaucoup de questions sur ce sujet qui est une nouveauté du 6e cycle. Vous le saviez, auparavant, il y avait des rencontres audit système avec la gouvernance et avec les professionnels de terrain. Et on a ajouté dans cette 6e version de la certification un audit sur une rencontre avec l'encadrement médical et paramédical. C'est bien un temps dédié aux personnes qui sont mises en situation de management, je vais y revenir, et qui n'est pas un temps qui est mélangé avec la gouvernance ou mélangé avec les professionnels. C'est vraiment un temps à part qui sera organisé pendant la visite. Sur le principe, c'est un audit système encadrement par visite. Évidemment, dans les établissements qui sont parfois multi-sites avec des activités importantes ou très éclatées géographiquement, on se réserve la possibilité d'en faire 2, peut-être 3 dans les plus gros établissements. Mais le principe, ça reste un audit encadrement médical et paramédical par visite. Pourquoi on a souhaité ce nouvel audit système ? Eh bien, c'est pour évaluer la manière dont l'encadrement médical et paramédical est formé à sa mission de management ou d'animation d'équipe et la manière dont est mis en œuvre le rôle de traduction ou d'interface entre des stratégies qui sont réfléchies à l'échelle de l'établissement et la mise en œuvre opérationnelle à l'échelle du terrain, qui est évidemment impulsée par cette strate hiérarchique qui permet donc de faire le lien entre ce qui est pensé à l'échelle institutionnelle et mis en œuvre sur le terrain. Alors, parmi les questions, on a eu beaucoup. Qui y participe ? Bon, déjà des médecins et des paramédicaux. Il ne s'agit évidemment pas de faire une distinction avec un temps pour les médecins et un temps pour les paramédicaux. L'idée, c'est aussi de trouver un échantillon suffisamment représentatif des différents statuts. Vous pouvez avoir des gens qui sont reconnus cadres et formés en tant que cadres avec le statut de cadre, mais l'idée, c'est aussi de faire participer à ces rencontres des personnes qui sont faisant fonction dans la rencontre. L'idée, c'est aussi d'avoir effectivement, dans les établissements les plus gros, différents niveaux. On peut avoir des cadres à l'échelle de l'unité, des chefs de pôle, des chefs de service, cadres sup, directeurs des soins, qui vont à un moment donné pouvoir participer à cet audit parce qu'ils sont en charge de la déclinaison opérationnelle sur le terrain. Et parmi les questions qu'on a eues, on a celle de la question et dans le privé, comment on fait ? Puisqu'évidemment, il n'y a pas forcément de relation hiérarchique. L'idée, c'est donc d'avoir en fait des personnes qui sont mises en situation de management ou d'animation d'équipe. Donc, on n'est pas forcément sur du management strictement hiérarchique. Ça peut être du management fonctionnel, ça peut être même de l'animation d'équipe. Et ce qui s'est passé dans la trentaine ou quarantaine de visites qu'évoquait Patrick depuis le début du 6e cycle, c'est qu'on a pu rencontrer PCME ou vice-PCME dans le cadre de ces audits. Alors, parmi les autres questions, comment les professionnels seront choisis ?
c'est l'établissement qui choisit, évidemment les professionnels qui seront rencontrés par les experts dans la logique que j'évoquais, c'est-à-dire d'avoir un échantillon suffisamment représentatif des statuts, du niveau dans l'organigramme et qui vont pouvoir répondre de manière pertinente aux experts visiteurs. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions, je rebalaye rapidement. Tout à fait. Non, mais je pense que la réponse est complète. Merci beaucoup, Loïc. Et du coup, on va passer à la slide suivante et qui va concerner la méthode d'évaluation du parcours traceur. Et du coup, Loïc, on va te laisser la parole pour répondre à toutes ces questions. Alors, pas de grosses nouveautés sur le parcours traceur. Je reviendrai sur ce qu'évoquait Patrick à l'instant sur la rencontre avec le patient. Ça se déroule toujours en 3 temps. Un premier temps qui est un temps de rencontre avec les personnes qui sont impliquées dans la structuration du parcours. C'est-à-dire c'est un temps en salle avec les professionnels, avec l'expert visiteur. L'objectif, c'est de présenter à l'expert visiteur la manière dont sont structurées les différentes interfaces, la manière dont se coordonnent les professionnels qui sont impliqués dans le parcours, la manière dont les équipes qui sont impliquées dans le parcours mesurent l'efficacité, la pertinence et le résultat de leur pratique pour améliorer notamment la fluidité et la coordination de l'ensemble et même la prise en charge. Et puis une fois qu'on a fait ce premier temps de rencontre avec les professionnels, eh bien l'expert visiteur va reconstituer le parcours du patient et va aller à la rencontre des équipes sur le terrain selon que le patient soit passé par les urgences, passé par un service de chirurgie, de médecine ou dans un service de psychiatrie. L'expert visiteur, il va faire cette évaluation sur la base d'un dossier qu'on a appelé un dossier fil rouge et qui correspond à ce qui vous aura été transmis avant la visite, un profil, c'est-à-dire le profil d'un patient passé par les urgences, puis passé dans un service de réa, puis passé dans un service de médecine, j'invente. Et donc l'idée, c'est que vous puissiez sortir un dossier fil rouge d'un patient qui a suivi ce parcours. Et c'est là-dessus, sur la base de ce dossier, qu'on va travailler. Pour autant, ce dossier, il ne va pas forcément couvrir tous les cas, par définition. Ce qui veut donc dire que l'expert visiteur, il est tout à fait autorisé à faire des pas de côté de ce dossier fil rouge pour pouvoir élargir son évaluation. Et par exemple, si je reprends l'exemple d'un parcours en chirurgie d'adulte, de poser la question aux équipes « Et comment vous faites quand de temps en temps vous accueillez un enfant dans votre service ?» ou comment vous faites quand vous accueillez une personne en situation de handicap dans le service. Donc, il y a ce dossier fil rouge et puis on peut faire un pas de côté pour aller consulter, se faire présenter le dossier d'un autre patient. Donc il n'y a rien à préparer en tant que tel, c'est juste l'expert visiteur au fil de la discussion qui pourra demander à l'établissement de se connecter sur le dossier d'un patient qui est sorti. Donc ça répond à la 3e question, je crois. Et donc à la fin de ce parcours physique, ou en tout cas à chaque étape de ce parcours physique, eh bien, l'expert visiteur va pouvoir aller rencontrer des patients, et c'est ça la nouveauté de ce parcours traceur dans le 6e cycle, c'est qu'on va pouvoir échanger avec des patients autour, non pas de leur prise en charge clinique, mais sur leurs conditions d'accueil, sur les conditions de leur séjour, sur la manière dont sont organisés les transports intra-hospitaliers quand la question s'est posée, sur la manière dont a pu être recueillie leur expérience et leur satisfaction pendant le séjour. Mais les patients qui sont rencontrés ne sont évidemment pas les patients qui ont été sélectionnés, puisqu'on vous dit qu'ils sont sortis depuis 2 mois. C'est vraiment des patients qu'on va rencontrer au fil de la déambulation de l'expert visiteur qui vont pouvoir répondre aux questions. Et là encore, dans les visites tests et dans le retour qu'on a eu, pas de grosse inquiétude à avoir, ça se fait finalement assez naturellement. Il faut, en tout cas pour les mineurs, c'est peut-être le cas un peu particulier, pour les mineurs, recueillir leur consentement et ça se prépare sans doute un peu plus avant, au consentement des mineurs et évidemment des parents. Oui, donc pour les mineurs, on se disait un consentement écrit est attendu pour permettre effectivement la réalisation de cet entretien. Alors, le 3e sujet, gros sujet, concernait le traceur ciblé secteur interventionnel. Et donc, nous proposons à Isabelle de répondre à vos questions en lien avec le traceur ciblé interventionnel. Donc, les traceurs ciblés en secteur interventionnel concernent des interventions qui sont réalisées dans les blocs opératoires. Donc, on attend que soit vue au moins une intervention en secteur soit de soins prévus ou en ambulatoire, les césariennes, la radio interventionnelle, la radiologie interventionnelle,
On souhaite qu'il y ait aussi une intervention, si bien sûr c'est présent dans l'établissement, autour de la chirurgie pédiatrique. On souhaite également qu'il y ait autant de traceurs ciblés qui puissent être réalisés s'il y a plusieurs secteurs interventionnels différenciés dans l'établissement. Souvent, on a un bloc césarienne qui est à côté du bloc général, et donc on va au moins aller dans ces deux sites. Concernant le sujet, est-ce que les experts visiteurs peuvent rentrer en salle de bloc opératoire? Oui, si il n'y a pas encore de patients dans ces salles. On ne souhaite absolument pas intervenir au moment où les patients sont pris en charge par les équipes du bloc opératoire, ce qui permet de voir comment fonctionnent les salles de bloc opératoire. Mais en tout état de cause, on ne rentre pas au moment où le patient est arrivé et où va commencer l'intervention. En matière d'endoscopie, bien sûr, on verra un traceur ciblé sur le sujet. Ce qui nous importe aussi, c'est de voir tous les sites où sont désinfectés les endoscopes. C'est extrêmement important de pouvoir valider sur ce sujet la manière dont la désinfection des endoscopes est faite, comment sont suivis les carnets de vie des endoscopes et comment surtout la formation des agents qui réalisent la désinfection est réalisée. En matière de radioprotection, qui est la dernière question, directement dans le traceur ciblé, on ne regarde pas le sujet, puisque ça fait l'objet d'un élément qui est dédié au parcours traceur. Néanmoins, il y a un élément d'observation sur l'existence des équipements de protection individuelle. Et donc, les experts qui seront dans les blocs opératoires regarderont, en cas de besoin, si ces EPI sont bien présents. Merci beaucoup, Isabelle, pour toutes ces précisions complémentaires. Alors, nous avons aussi beaucoup de questions concernant le traceur ciblé, restriction de liberté. Alors, peut-être Patrick, excuse-moi oui. 2 secondes, si je peux intervenir là sur les secteurs interventionnels. Je voulais juste rajouter toute l'importance sur la checklist, puisqu'on est sur des secteurs opératoires, interventionnels, etc. Comme vous le savez, c'est un enjeu majeur de progression dans tous les établissements, ce respect de la checklist, qui est évidemment un élément de sécurité tout à fait essentiel. Et donc, on tient beaucoup à ce que cette checklist existe, soit évidemment dite, qu'elle soit partagée par les équipes, qu'elle soit appropriée par tous les acteurs qui sont concernés par cette checklist. Voilà, je le dis à l'occasion de ce traceur ciblé interventionnel, puisque c'est aussi lié dans les blocs opératoires, évidemment, notamment. Voilà, donc je voulais insister sur ce point. Merci beaucoup, Véronique. C'est un point important, puisqu'en fait, effectivement, il y a beaucoup d'EIG qui concernent le secteur interventionnel. Et à chaque fois, effectivement, la non-utilisation de la checklist dans son entièreté, avec la rigueur qu'elle suppose, n'avait pas été à l'œuvre. Donc, concernant le traceur ciblé, restriction de liberté, tout d'abord, en fait, il faut peut-être considérer le traceur ciblé restriction de liberté en médecine, chirurgie obstétrique, et le traceur ciblé dans les établissements de santé mentale. Dans ces établissements de santé mentale qui sont autorisés aux soins sans consentement et dans les établissements de santé mentale non autorisés à accueillir des patients en soins sans consentement. Parfois, vous savez, on est amené à visiter des établissements de santé qui ne sont pas autorisés aux soins sans consentement, des établissements psychiatriques, et où on voit des pratiques d'isolement et de contention à l'œuvre. Donc, dans ces cas-là, l'expert visiteur sera amené à ouvrir un traceur ciblé isolement-contention, mais répondra non à l'ensemble du traceur ciblé. Concernant le traceur ciblé contention dans les structures MCO, il concerne effectivement certains services. Alors, ça ne va pas concerner la pédiatrie, ça ne va pas concerner la salle de soins post-interventionnelle, mais ça va concerner les services d'hospitalisation dans lesquels il y a une prescription de contention. Ça peut être des barrières de lit. Alors qu'elle soit d'ailleurs à la demande du patient ou pas, il faut pouvoir le prescrire à chaque fois et le réévaluer dans le cadre d'une réflexion bénéfice-risque. Cette démarche est attendue, bien évidemment, elle est nécessaire et l'expert visiteur sera également attentif au matériel utilisé.
savez qu'il y a on a beaucoup de IG qui ont concerné l'utilisation de certaines barrières de lit qui peuvent s'avérer dangereuses. Pour le coup, il est quand même nécessaire d'avoir une réflexion sur le matériel disponible dans les établissements de santé pour gérer cette approche. Donc, elle est prescrite par le médecin, la contention. Elle est évaluée. Alors, en fonction de la durée de séjour, la durée d'évaluation sera à ajuster. La meilleure réponse est probablement dans la manière dont l'établissement a réfléchi à ce sujet, comment il s'est organisé, et pour permettre effectivement de bien prendre en compte ce risque. Donc, il n'y a pas forcément de réévaluation quotidienne, donc c'est véritablement en fonction des modalités de prise en charge. Le traceur ciblé, les questions suivantes portaient sur l'électroconvulsivothérapie. Le CT ne sera réalisé que là où il y a l'électroconvulsivothérapie qui est réalisée. C'est-à-dire lorsque l'établissement réalise l'acte, le traceur ciblé sera ouvert. S'il ne fait que prescrire l'acte, il ne sera pas ouvert. Donc on a effectivement réduit à l'utilisation finalement de la salle, de l'endroit où on va effectivement réaliser l'acte. C'est ça qui nous intéresse en fait, c'est s'assurer que les conditions de réalisation de l'électroconvulsivothérapie répondent à des attendus sécuritaires. On regardera la prescription bien évidemment, le consentement du patient, enfin l'ensemble des pièces nécessaires effectivement pour que cet acte soit réalisé. Alors ça n'est pas considéré comme, ça ne va pas ouvrir le traceur ciblé comme un bloc opératoire, mais ça ouvre le traceur ciblé ECT. C'est bon pour Pour les consultations externes, Loïc, peut-être sur ces. Alors sur le périmètre d'investigation des consultations, l'idée c'est évidemment de pouvoir évaluer l'ensemble du parcours du patient qui commence aux consultations et qui va ensuite se dérouler dans les services d'hospitalisation. Donc le périmètre d'investigation, c'est l'ensemble des consultations qui sont réalisées au sein de l'enceinte de l'établissement et dès lors que ces consultations, elles sont réalisées par des médecins qui sont salariés de l'établissement qui est l'objet de la visite de certification. L'idée n'est pas d'aller voir dans l'ensemble des cabinets de ville dès lors il y a des consultations réalisées en externe. Donc comment se déroulent les audits ? Eh bien, dans la logique du parcours que j'évoquais tout à l'heure, si le parcours du patient qui est évalué, si le parcours traceur débute aux consultations, eh bien l'expert visiteur se rend aux consultations, rencontre les professionnels des consultations et puis va ensuite poursuivre le parcours du patient dans le service d'hospitalisation. C'est ni plus ni moins que l'évaluation du mode d'entrée comme on pourrait évaluer les urgences. Donc les professionnels concernés, eh bien c'est l'ensemble des gens qui travaillent dans ce service de consultation et qui peut être effectivement l'assistant médico-administratif, évidemment les médecins, secrétaire médical, en gros, tous ces gens qui font fonctionner le service des consultations et qui initient le parcours du patient et in fine de son hospitalisation. La logique qu'on évoquait tout à l'heure, mais les médecins qui exercent aux consultations et qui ne sont pas présents tous les jours pendant la visite de certification, là aussi, c'est pas le sujet, on ne va pas leur demander de revenir. L'idée, c'est de pouvoir faire avec les gens qui sont là et les experts visiteurs s'adapteront évidemment à l'organisation de l'établissement, de faire en sorte que ça puisse le mieux coïncider entre les impératifs de la visite et les organisations de l'établissement pour pas tout bousculer. Mais ça, c'est l'habitude qu'ont les experts visiteurs de travailler avec vous et d'adapter un calendrier qui soit le plus représentatif possible de vos organisations.
Alors, les consultations et les attendus de la consultation, eh bien, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va initier le parcours du patient, comment est-ce qu'on va orienter le patient dans le bon parcours, l'accompagner pour les étapes qui suivent la réalisation de cette consultation. Si on doit aller plus loin que la simple consultation, comment est-ce qu'on fait pour que le patient s'y retrouve facilement et puisse être guidé et accompagné dans la suite de son parcours. Et puis au-delà du patient, l'idée c'est aussi de pouvoir évaluer la manière dont le secteur de consultation travaille avec les secteurs d'hospitalisation pour que l'information soit fluide et toujours cette logique de parcours, transmission des informations, fluidité et de la coordination des professionnels. La logique, elle est la même pour les CMP pour répondre à la dernière question. Les centres médico-psychologiques, qui sont des lieux de consultation, qui permettent d'initier une prise en charge en santé mentale ou de faire le suivi de la consultation, le suivi de l'hospitalisation sous forme de consultation. Et donc, ces CMP sont évidemment considérés comme des centres de consultation externes dans les établissements de santé mentale. Merci beaucoup, Loïc. Tout à l'heure, Véronique, dans son propos introductif, a parlé des usagers et de l'attendu particulier par rapport aux usagers, aux représentants des usagers, mais surtout à la prise en compte de l'expérience patient et de la manière dont les usagers étaient pris en compte, la parole des usagers était prise en compte. Isabelle, pour répondre aux questions de nos collègues à distance, comment peut-on répondre à ces 3 questions qui sont posées ? Alors, il y a beaucoup d'inquiétudes autour du sujet, mais si je n'ai pas de représentant des usagers dans mon établissement, puisque l'ARS ne m'a pas désigné, est-ce que je vais être pénalisée ? Eh bien, non. De manière générale, nous allons regarder quels sont les éléments d'évaluation qui pourraient être quand même applicables sur les 2 critères qui concernent les représentants des usagers. Mais soyez rassurés, on ne va pas vous pénaliser parce que vous n'avez pas pu avoir de représentants désignés. Mais ce qui importe, c'est effectivement de pouvoir recueillir la parole de l'usager. Il y a d'autres moyens qui s'offrent à vous pour recueillir cette parole. Notamment, de faire en sorte que des patients partenaires puissent être invités à parler des différentes prises en charge, des modalités d'accueil dans l'établissement, pour que ces patients partenaires puissent faire état de leur propre expertise en tant que patients. Puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est quel est le ressenti des patients dans les différentes prises en charge proposées par les établissements. Donc vous savez qu'on avait déjà, dans le 5e cycle, initié le sujet de l'engagement du patient, soit à titre individuel, soit à titre collectif. Mais là, nous allons un petit peu plus loin et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs intégré un nouveau critère sur les patients partenaires. Et que l'on souhaite que l'expérience du patient soit vraiment mise en exergue. Et c'est aussi pour cela qu'il y a un nouveau critère impératif sur l'analyse des résultats de questionnaires ISATIS ou des questionnaires de satisfaction et que tout doit être mis en place pour que, effectivement, l'expérience du patient puisse être prise en compte dans l'amélioration des démarches qualité au niveau de l'établissement. Donc dans le fil de discussion, il y a une question complémentaire, mais tu viens d'y répondre. Pour les patients partenaires, notamment en psychiatrie, comment peut-on les sélectionner ? Formation obligatoire, membre d'une association, et comment les intégrer dans nos démarches. Donc faut-il une convention, une charte, etc. Donc là, c'est le mieux est quand même d'avoir des patients partenaires dont le cadre d'intervention est quand même défini et construit avec l'établissement, bien évidemment. Est-ce que, Véronique, sur ce point, tu voulais rajouter des éléments ? Oui, tout à fait. Enfin, je crois qu'Isabelle a bien répondu aux différentes questions. Je crois qu'effectivement, l'objet, c'est de voir au-delà des termes, de patients partenaires, d'expérience patient, de satisfaction patient, d'exploitation des données ISATIS, etc. Je pense que l'idée, c'est de pouvoir juger de la dynamique qui est engagée par l'établissement sur cette thématique. Ça peut être aussi plein d'autres éléments, comme par exemple l'association des patients. Ça peut être aussi au fonctionnement de certains postes staff
pour tester aussi leurs avis. Ça peut être aussi effectivement un travail conjoint régulier entre un service et une association d'usagers sur telle ou telle pathologie. Ça peut être aussi la participation d'un usager au directoire. Enfin, je pense qu'il y a plein d'éléments qui peuvent, dans les réunions aussi de service ou de pôle, le fait de convier régulièrement ou pas des patients. Cette politique sur les usagers, je pense qu'elle est à l'initiative aussi des établissements. C'est ça vraiment notre souhait, c'est de pouvoir juger la dynamique qu'il y a dans l'établissement pour intégrer complètement les usagers, à la fois au bon fonctionnement des services, enfin en tout cas l'analyse, non pas seulement de leur prise en charge individuelle, mais vraiment sur le fonctionnement de l'établissement et également aussi au niveau collectif, dans le fonctionnement global de l'établissement, dans la gouvernance, dans la place qu'ils ont aussi pour être associés au projet d'établissement, à toutes les démarches institutionnelles. Donc c'est vraiment tout un ensemble de critères qui doivent être pris en compte sur ce volet-là et bien sûr le fait d'avoir des patients dits partenaires, et on comprend bien tous les débats sur la terminologie, mais on a aussi des fiches et un guide sur ce sujet auquel vous pouvez vous référer. Patient expert, patient partenaire, c'est vrai que tous ces termes peuvent parfois interroger ou inquiéter, mais l'idée en tout cas est d'avoir cette dynamique vis-à-vis des usagers et de les reconnaître comme des acteurs à part entière dans l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins. Merci beaucoup, Véronique, pour ces compléments précieux. Juste pour vous dire que nous avons des questions qui sont arrivées en plus. Donc quand on déroule les sujets, il y a des questions complémentaires qui nécessitent effectivement qu'on revienne peut-être sur les thématiques. Donc je voudrais qu'on revienne sur le traceur ciblé secteur interventionnel, puisqu'Isabelle a précisé en fait un certain nombre de choses. Il y a effectivement la question de la checklist du patient au bloc opératoire. On ne peut pas suivre tout le déroulement de la checklist, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir le faire. Par contre, souvenez-vous qu'on doit s'assurer que l'établissement, lui, met en œuvre l'ensemble des dispositions utiles pour pouvoir évaluer la mise en œuvre de la checklist du patient au bloc opératoire. Donc c'est véritablement cette action que l'on va regarder. On demande s'il y a autant de traceurs ciblés interventionnels que de types d'intervention, ou un seul traceur ciblé interventionnel dans lequel l'ensemble des modalités sera évalué. Donc effectivement, l'idée étant qu'on soit effectivement, comme le précisait Isabelle, sur possiblement plusieurs traceurs ciblés en fonction du nombre de blocs opératoires. Il y a des établissements où il y a de nombreux sites en fait, interventionnels, donc on ira sur ces sites-là. On n'ira pas précisément regarder toutes les activités opératoires. C'est pas, on ne passe qu'une semaine avec vous et vous nous dites que c'est déjà bien assez. Donc on va peut-être pas aller regarder toutes les activités opératoires, mais on ira regarder celles qui nous semblent effectivement les plus pertinentes. Et puis, pour un traceur ciblé secteur interventionnel en endoscopie, est-ce que l'élément d'évaluation sur la charte est applicable ou non? Effectivement, quand on est au bloc opératoire, en secteur interventionnel, cette charte régit un petit peu les modalités d'organisation de ce bloc. Et donc, effectivement, ça rentre complètement dedans. Et puis, concernant la formation, habilitation à la désinfection des endoscopes, sommes-nous bien d'accord que cela ne concerne que les endoscopes avec canaux opérateurs? La fiche pédagogique laisse penser que ce pourrait être attendu pour les sondes de désinfection endocavitaire. Or, une habilitation nous semble excessive pour ce type de dispositif. On est bien d'accord qu'il s'agit des dispositifs qui nécessitent effectivement une surveillance et une désinfection particulière, puisque le risque infectieux doit être maîtrisé pour l'utilisation de ces dispositifs médicaux-là. Donc en fait, il y a différence, quand c'est à usage unique ou pas, mais l'idée, c'est que l'expert visiteur regardera à la fois la manière dont le matériel est désinfecté, stocké, enfin, etc., pour la prise en compte des activités d'endoscopie. Voilà pour le traceur ciblé interventionnel sur les questions complémentaires qui étaient posées.
Et puis, il y a eu une question complémentaire qui a été posée sur le traceur ciblé restriction de liberté. Alors, en demandant s'il s'applique aussi aux établissements SMR au même titre que MCO, bien évidemment, hein, puisque le principe est le même. Et donc, avec les modalités d'adaptation toutes particulières autour de la prescription et de la réévaluation de la contention. Concernant les restrictions de liberté dans les services sécurisés, sont-ils à bannir? Actuellement, services sécurisés en court séjour gériatrique et en pédiatrie et en pédopsychiatrie, une barrière est-il considérée comme une contention, sachant que parfois cela sert à la mobilisation? Donc effectivement, tout dépend de la manière dont les outils sont utilisés. On différencie bien ce qui est de la sécurité en lien avec un risque. Et donc, pour le coup, cette analyse de risque doit être construite à chaque fois. Mais le regard de l'expert visiteur portera sur la réflexion bénéfice-risque et sur la manière dont vous mobilisez les outils. Si parfois, effectivement, c'est utile pour se lever, pour prendre appui, etc., c'est très différent de quand il s'agit de contenir quelqu'un dans un lit. Nous poursuivons sur le webinaire et la prise en charge médicamenteuse. Je reviendrai sur les questions complémentaires éventuellement au fur et à mesure. Et donc là, on est sur la prise en charge médicamenteuse. Alors, vous nous posez la question de savoir quelle sécurisation des placards et réfrigérateurs, lorsque les postes de soins sont fermés, doivent-ils également être fermés à clé? Dans l'idéal, que tout soit fermé est une bonne option. Le principe, c'est qu'effectivement, on en revienne un peu au sens donné à cette démarche. L'idée étant qu'on protège les médicaments qui sont des médicaments qui sont dangereux. Et donc, l'accès non contrôlé aux médicaments pose problème. Donc, si une armoire est fermée dans une salle de soins, ça ne pose pas de problème. Si la salle de soins est fermée à clé et accessible qu'à des personnels autorisés pour la gestion des traitements, l'expert visiteur adaptera le regard porté sur le risque généré par le fait que l'armoire à ce moment-là ne soit pas fermée. Donc, le principe, c'est on a des espaces qui sont sécurisés, qui sont fermés. Normalement, ça devrait être le cas partout. Parfois, effectivement, il y a des problématiques d'accès, de personnel, etc. Nous sommes dans une logique, effectivement, de risque par rapport à cela. Qu'est-il attendu pour la qualification des systèmes de contrôle de température, stockage et transport? Les médicaments thermosensibles nécessitent qu'ils soient dans un environnement avec une température qui soit contrôlée. Les variations de température altèrent le produit. Donc, il nous faut un système qui valide le fait que les médicaments thermosensibles soient dans des endroits qui soient à l'abri de ces variations de température. Donc, un réfrigérateur qui permet effectivement de contrôler la température au quotidien est l'idéal pour permettre effectivement d'avoir cette sécurité-là de la température des produits. Alors, sur la question des médicaments à risque et de l'identification des médicaments à risque. Donc, vous savez qu'on a, avec ce 6e cycle de certification, appréhendé le risque lié aux médicaments. Mais on ne parle plus tellement de médicaments à risque ou d'identification des médicaments à risque. On a considéré que l'identification des médicaments à risque reposait pour beaucoup sur la formation des professionnels. Et donc, il faut qu'ils soient effectivement bien informés des médicaments qu'ils utilisent, des produits qu'ils utilisent. Que dans certaines spécialités, il y a des médicaments qui sont plus à risque et qui nécessitent effectivement une attention et une vigilance particulière.
Il vous appartient de veiller à la manière dont ils sont stockés, puisque les conditions de stockage peuvent parfois générer des risques de mélange de médicaments, tout bêtement. Et l'idée aussi, c'est que l'identification ou la gestion des médicaments nécessite qu'on ait des actions de formation et de sensibilisation. Les professionnels qui seront rencontrés seront à même de pouvoir nous expliquer la manière dont ça se passe. Et en tout cas, nous, on ne demande pas à ce qu'il y ait un pictogramme sur le pilulier, etc. Ça n'est pas l'objet. L'objet étant vraiment que l'approche soit centrée sur l'utilisation du médicament, son usage et la connaissance par les professionnels des risques engendrés par l'utilisation de ces médicaments. C'est très important de savoir quel effet ça peut avoir sur un patient, etc., quand il y a un surdosage. Alors, on a d'autres questions qui concernent la place du pharmacien, notamment l'avis du pharmacien lors des réunions de concertation pluridisciplinaires. Est-il attendu uniquement en oncologie ou pour tout type de réunion professionnelle? Alors d'abord, il y a le rôle du pharmacien qui est nécessaire dans tout ce qui concerne l'analyse pharmaceutique. L'analyse pharmaceutique, elle est réalisée par le pharmacien. Lors des RCP ou à l'occasion des RCP, c'est quand même bien que le pharmacien puisse donner un avis pharmaceutique sur les produits qui vont être utilisés. Donc c'est dans ce cadre-là que l'avis du pharmacien est requis. On se doute bien que le pharmacien ne va pas pouvoir participer à toutes les RCP. Matériellement, ça n'est pas possible. Mais qu'il puisse donner un avis sur la chimiothérapie qui est proposée, c'est indispensable. Dans les secteurs à risque, tous les patients doivent-ils avoir bénéficié d'une conciliation médicamenteuse? Vous savez l'attendu du référentiel. On a dit qu'il y a des secteurs, dans les secteurs les plus à risque ou pour les populations les plus à risque, il est important effectivement que cette conciliation puisse se mettre en place et que le bilan de cette conciliation puisse effectivement intégrer le courrier de liaison à la sortie. Donc c'est important que dans le cadre d'une démarche aussi de santé publique à destination des patients, les professionnels impliqués dans la prise en charge, notamment le pharmacien, le médecin, le patient lui-même, puissent effectivement faire un point, un bilan sur l'ensemble des thérapeutiques qui sont prescrites et que le malade prend. Voilà. Donc tout ça est précisé effectivement dans la fiche pédagogique qui peut permettre effectivement d'éclairer le sujet un petit peu mieux. Patrick, si je peux me permettre là aussi d'ajouter quelque chose, je voudrais insister aussi sur la notion de prescription écrite, qui sont dans les attendus, je dirais, en critères de base pour la sécurité médicamenteuse, l'importance de la prescription écrite et l'importance aussi du contrôle de l'administration des médicaments. Nous avons beaucoup de IG qui sont liés à ces problématiques médicamenteuses. Donc effectivement, je pense que vraiment il faut veiller dans tous les secteurs d'activité, y compris évidemment dans les secteurs de chirurgie et dans les secteurs interventionnels, à ce que la prescription soit bien écrite, tracée et réalisée évidemment par un praticien qualifié pour le faire. Je pense que c'est vraiment un point élémentaire qu'il faut rappeler à l'occasion de ces sujets importants du risque médicamenteux. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est la base en fait. Et justement, puisqu'on est sur les prescriptions, donc on a eu des questions complémentaires qui sont arrivées dans le chat. Concernant la prescription conditionnelle, est-ce que celle-ci est considérée comme conforme si la consigne médicale, entre parenthèses, si anxiété, est précisée pour les médicaments qui n'ont pas d'échelle ou de valeur seuil, tels que les anxiolytiques? Et ce qui est important, c'est que dans ces cas-là, ça soit l'évaluation clinique qui soit à l'œuvre. Et il est tracé dans le dossier cette évaluation clinique et la prise du traitement. Voilà, donc parfois la valeur seuil est déclenchée, c'est notamment le cas pour les antalgiques
avec une échelle d'évaluation visuelle simple, par exemple, ou une VA. Dans d'autres cas, ça pourrait être une autre modalité de déclenchement, mais le si besoin, ou si anxiété, ou si autre chose, doit être précisé et doit renvoyer à une évaluation clinique, pour le coup, qui est tracée dans le dossier. La traçabilité du motif de non-administration vaut-il aussi pour les prescriptions conditionnelles? À partir du moment où c'est conditionnel et que la condition pour l'administration n'est pas au rendez-vous, donc il n'y a pas de nécessité de tracer, bien évidemment. Et là, on sera plutôt sur la transmission de l'information et donc et la réévaluation de peut-être la pertinence de cette prescription conditionnelle. Si effectivement ce n'est jamais donné, à ce moment-là, ça pourra être retiré par le prescripteur. Est-il attendu une liste unique de médicaments à risque par établissement ou une liste par secteur? Donc là, le principe, c'est effectivement la gestion du risque lié à la prise en charge médicamenteuse et des médicaments les plus à risque concernant un secteur d'activité, peuvent être une opportunité pour travailler en équipe sur cette notion de médicaments à haut risque, sur les événements, les interactions et les événements désirables. C'est plus ça notre démarche et notre logique, plutôt que de vous demander une liste de médicaments à risque par secteur d'activité. Le traitement habituel domicile doit-il être repris dans le traitement hospitalier pour les secteurs ambulatoires, par exemple hôpital de jour, thérapeutique, chirurgie ambulatoire? Cela semble non réalisable pour le critère impératif 2202. L'intervention ou la prise en charge en hôpital de jour ou en ambulatoire nécessite qu'il y ait quand même une réflexion sur le traitement qui va être pris en amont, soit de l'intervention chirurgicale, soit de la venue en hôpital de jour. Et donc, dans ce cas et dans cette perspective, effectivement, il faut quand même qu'il y ait... On va reprendre plutôt la logique de la conciliation et le travail autour du traitement personnel du patient, etc., de ce qu'il a l'habitude de prendre, du motif de sa venue à l'hôpital. Et c'est peut-être cette réflexion qu'il faut avoir dans ce cadre-là. Pour le critère antibiothérapie, parle-t-on bien d'un référent antibiotique, notamment avec un temps dédié ou un simple avis infectieux via une hotline est-il suffisant, comme dans les IQSS? L'idée, c'est d'avoir effectivement quelqu'un qui puisse répondre à vos questions, qui puisse vous former aussi. Et la question le référent antibiotique est souvent là pour accompagner les prescripteurs et permettre effectivement une juste prescription et une évaluation des prescriptions d'antibiothérapie. Donc en fait, on est à la fois sur l'idée de quelqu'un qui puisse être une ressource, un recours, pour avoir une prescription d'antibiothérapie qui soit la plus juste possible. Je rappelle juste que l'antibiorésistance, c'est une cause portée par l'OMS, qui est portée par notre référentiel de certification et qui effectivement vise à ce que la prescription des antibiotiques soit la plus maîtrisée possible. Je crois que j'ai fait le tour des sujets autour de la prise en charge médicamenteuse. N'hésitez pas à nous réécrire à nouveau. Si les choses n'ont pas été claires, ou on pourra revenir aussi sur la foire aux questions qui sera communiquée aussi plus tard. Alors, un sujet qui était le sujet du 5e cycle, mais qui est aussi celui du 6e, visiblement. Et donc, on va venir sur la question des urgences vitales. Peut-être Loïc, pour le coup. Oui. Effectivement, c'était un sujet dans le 5e. On a clarifié dans la fiche pédagogique pour le 6e. Il y a des questions, on va tenter d'y répondre. L'objectif principal, le sens qu'il faut rappeler à ce critère, c'est d'agir le plus rapidement possible pour intervenir auprès du patient le plus rapidement possible pour traiter l'urgence vitale. Il est évoqué dans le référentiel un numéro unique et dans la fiche pédagogique, effectivement, il est envisagé un certain nombre d'exceptions
qui sont extrêmement restreintes. Il y a quelques exceptions qu'on peut envisager sur des établissements qui sont multisites, par exemple. Ce n'est pas le même numéro dans le site qui est au nord de la ville et un autre numéro dans le site qui est au sud de la ville. C'est pas très grave. Si dans certains services, vous avez un numéro qui permet de contacter, service normalement où il y a des enfants et des adultes à la maternité, qui permet de contacter un professionnel, réanimateur pédiatrique ou le pédiatre, pour contacter un spécialiste dans l'hypothèse où l'urgence vitale est chez l'enfant, puis un deuxième numéro dans l'hypothèse où l'urgence vitale concerne la mère, là aussi, c'est pas gênant. L'idée, c'est quand même bien d'avoir sur une unité géographique et pour un profil d'activité cohérent, un seul et même numéro. Ça va permettre de répondre à la question qui est un peu la question numéro 4. Pas de gêne à ce que le numéro unique bascule sur le 15 la nuit, les week-ends, dès lors qu'il n'y a plus de médecin d'astreinte. En revanche, il ne faut pas que le numéro change. C'est-à-dire que le professionnel qui appelle, je raconte n'importe quoi, le 3232, il ne faut pas qu'on lui dise à 17h, on bascule sur le 15. Il y a des systèmes techniques qui permettent de basculer automatiquement, mais le professionnel, quand il est face à une urgence vitale, il ne faut pas, justement dans cette logique de gagner du temps, qu'il soit en train de se poser la question de savoir s'il est 15h55 ou 17h05 pour savoir s'il appelle tel ou tel numéro. Donc, c'est le même numéro à appeler, quitte à ce que derrière, la machine oriente sur le poste du médecin de garde en journée et sur le SAMU à partir du moment où vous n'avez plus de personnes. De fait, pour la question numéro 3, sur le fait de savoir si on peut avoir plusieurs numéros, un principal et un secondaire, la réponse est non, dans la mesure où, effectivement, dès lors qu'il y a plusieurs numéros, il n'y a pas un numéro unique. Ce qu'il faut donc faire, c'est évidemment, et c'est tout le sens du critère, c'est d'évaluer l'efficacité du dispositif, de mettre les professionnels en situation de simulation ou de mise en condition sur les urgences vitales pour évaluer que, tout le monde est formé et sait réagir dans ce moment-là et qu'on ne perd pas de temps, puisque ça reste ça le sens, et deux, effectivement, de mettre en place les corrections si on s'aperçoit que, en fait, le temps est un peu long et qu'on pourrait faire mieux. Ça permet aussi de répondre à la question sur la formation, puisque c'est là aussi tout le sens du critère, c'est-à-dire qu'on forme les professionnels à prendre en charge les urgences vitales, aussi bien sur le circuit, déjà détecter ce qu'est une urgence vitale, mais aussi sur le circuit d'appel, sur le matériel, sur les gestes de premier secours dans l'attente de l'intervention de quelqu'un de qualifié en la matière. Donc on n'exige plus parce qu'on sait bien que c'est extrêmement compliqué d'avoir des places en formation à FGSU 2, mais pour autant, le fait d'étaler un peu ou de détendre le calendrier de formation à FGSU 2 exclut pas la formation des professionnels en interne par des professionnels et surtout la mise en situation et les exercices. Donc voilà, le principe, ça reste un numéro unique, et quand il y a plusieurs numéros, il n'y a pas de numéro unique. Merci beaucoup Loïc. Il y a eu d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, et notamment, faut-il prévoir impérativement une convention avec le SAMU-SMUR pour les urgences vitales? En psychiatrie, les EV n'ont pas toujours les mêmes attendus. Donc, sur ce point-là, peut-être on peut rassurer l'ensemble des établissements de santé. Non, il n'est pas prévu de convention avec le 15. Mais on est dans ce que vient d'expliquer Loïc, c'est-à-dire une organisation pour permettre de répondre à l'urgence vitale. Mais rien ne vous empêche d'appeler le 15. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de convention qu'il ne faut pas faire le numéro d'appel d'urgence, notamment lorsqu'on est sur une structure ambulatoire, lorsqu'on est en SMR la nuit, qu'il n'y a pas de médecin sur place, qu'il n'y a qu'une astreinte. Enfin, voilà. Donc il y a un certain nombre de réflexes à avoir autour de la question de l'urgence vitale. C'est quand même avant tout du bon sens. Et donc le principe, c'est effectivement comment on répond au mieux à l'accident cardio-respiratoire qui intervient à un moment donné sur un site hospitalier quel qu'il soit, que l'on soit dans des bâtiments, que l'on soit dans le parc. Et donc comment on est organisé pour pouvoir répondre à cette urgence vitale et permettre effectivement la prise en charge la plus rapide possible. Chaque minute compte. Peut-être un complément, Patrick, là-dessus, même si effectivement, ce n'est pas dans les critères, l'existence d'une convention, ça peut être un plus, parce que ça montre qu'il y a une dynamique de coopération qui a été mise en œuvre entre l'établissement siège de SAMU et l'établissement psychiatrique sur cette question majeure des urgences
vital. Et je pense que ça peut être un élément sans qu'on doive l'exclure ou l'indiquer comme critère obligatoire, mais je pense que ça peut être un plus, en tout cas dans l'implication des établissements concernés sur ce sujet, puisque ça oblige de fait dans les conventions à définir les protocoles d'intervention des équipes respectives et les modalités de coopération entre les équipes. Donc, c'est pas une obligation, mais ça peut être un plus. Voilà, vu mon expérience de terrain, je me permets de porter ce témoignage. Alors, je suis très embêté parce que ma tablette avec laquelle j'ai toutes vos questions vient de tomber en panne. Donc, je pense que la régie va m'en donner une nouvelle. Dans l'attente, en fait, on avait l'autre thème qui arrive en suivant. Et cet autre thème concerne le transfert évitable des personnes âgées aux urgences. Et c'est Isabelle qui va pouvoir répondre à vos questions. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, le critère qui est devenu un critère impératif dans le cadre du 6e cycle est applicable à tous les établissements, avec des réponses qui peuvent être différenciées selon qu'on ait un établissement de recours ou un établissement qui a dans sa patientèle des personnes âgées de plus de 75 ans. Donc ce critère n'est pas applicable pour tous les établissements qui ne prennent pas en charge des patients qui ont plus de 75 ans. Donc ce qu'il importe, c'est l'établissement de recours, qu'il puisse s'organiser pour recevoir les fameux patients si besoin, mais aussi organiser des consultations par télésanté avec les établissements de son territoire. Et puis, pour les établissements qui ont des patients de plus de 75 ans, qui auraient besoin d'un avis clinique, justement pour éviter qu'ils soient déplacés dans des secteurs d'urgence souvent surchargés, et bien d'organiser avec les établissements de recours, et bien éventuellement des filières de prise en charge directe ou via la télésanté, des consultations pour pouvoir savoir ce que il pourrait advenir de ces fameuses personnes âgées pour éviter notamment des déplacements qui ne seraient pas cohérents avec leur état de santé. Et surtout, ce qu'on ne souhaite plus, c'est qu'il y ait des personnes âgées qui passent des heures et des heures sur des brancards dans les services d'urgence. Voilà, donc j'ai répondu au sujet, c'est que si vous n'avez pas de service d'urgence ou si vous n'avez pas de service de spécialité, eh bien, ce critère vous est quand même applicable puisqu'il vous appartient d'organiser avec les établissements, l'établissement de recours, eh bien, la filière de prise en charge ou la façon dont vous pouvez capter via la télésanté un avis médical pour les patients qui en auraient le besoin. Voilà. Ce webinaire est passionnant parce qu'en fait, le temps file et il nous reste encore 9 minutes pour répondre à vos questions et conclure sur le sujet de la psychiatrie et de la santé mentale. Alors, pouvez-vous rappeler les enjeux des critères en psychiatrie et santé mentale ? Comme le rappelait tout à l'heure Véronique Anatole en introduction de ce webinaire, c'est une grande cause. Une grande cause nationale et à la fois c'est une grande cause aussi pour la Haute Autorité de Santé puisque la feuille de route santé mentale et psychiatrie de la Haute Autorité de Santé porte 9 ambitions qui portent effectivement dans ce champ des enjeux cruciaux. La certification appuie le référentiel sur un certain nombre de thématiques en lien notamment avec le parcours du patient en santé mentale. Et dans cette logique de parcours, il y a effectivement le rôle des acteurs sur un territoire. Et donc, c'est le sens que l'on va donner au projet territorial de santé mentale. Et puis, il y a également des aspects relatifs à la gestion des droits des usagers. Et on évoquait les droits des patients, notamment en soins sans consentement. Et donc, c'est comment on va veiller, effectivement, à ce que, collectivement, on s'assure que les droits des usagers sont bien respectés dans des moments d'hospitalisation très difficiles, puisque le choix et la décision est souvent altérée.
Et l'autre aspect vise du coup à sécuriser les pratiques. Donc lorsque effectivement on est professionnel de santé, qu'on accueille des gens qui sont en situation de vulnérabilité en lien avec leur maladie, l'important effectivement d'avoir des pratiques qu'ils soient le plus conformes possible au respect des droits, qu'ils soient aussi en phase avec les recommandations de bonnes pratiques. Donc à la fois de la pertinence en regard des attendus de l'état de l'art aujourd'hui, et puis en même temps un regard porté sur les conditions de prise en charge. On s'assurera que les patients, lorsqu'il y a du recours à l'isolement et à la contention, que ces éléments-là soient effectivement le plus sécurisés possible, le plus conforme aux attendus à la fois réglementaires et également humains. Et puis les patients en psychiatrie, comme vous le savez, peuvent avoir aussi d'autres pathologies qu'une maladie psychiatrique. Et du coup, le bilan somatique, l'examen somatique, à réaliser dans les 24 heures pour les soins sans consentement et puis dans un délai très rapide pour les autres, on a indiqué dans le référentiel de certification dans les 3 jours, cet examen somatique est un examen indispensable, nécessaire. Alors, parfois, les patients, lorsqu'ils vont passer par les services d'urgence, vont avoir cet examen somatique qui va être réalisé. Il sera complet et il permettra effectivement le diagnostic différentiel. Ce qui est important, c'est que s'il ne passe pas par les services d'urgence, s'il n'a pas cet examen somatique d'entrée, eh bien, il puisse avoir cet examen somatique dans l'établissement. Il ne faut pas opposer les psychiatres et les autres médecins. Donc parfois, il y a des psychiatres qui vont réaliser les examens somatiques. Parfois, c'est d'autres médecins, des médecins généralistes dans les établissements de santé qui le feront. L'important, c'est que vraiment cet examen somatique puisse être fait, que ça peut parfois être le même praticien qui le fait, mais l'idée, c'est que cet examen somatique soit effectivement le plus complet possible, qu'il ait le plus de sens. On rappellera aussi que l'examen somatique va être à réaliser dans des situations très particulières. Quelqu'un qui va être amené à être isolé va devoir effectivement bénéficier d'un examen somatique à une proximité très proche de la décision d'isolement. C'est très important parce qu'en fait, on a vu aussi beaucoup de patients et beaucoup d'événements indésirables graves survenir à ce moment-là. Donc une attention et une vigilance toute particulière sur les conditions d'hébergement pour permettre effectivement de sécuriser la pratique des professionnels de santé au bénéfice des usagers. Est-ce que Véronique, sur le point relatif à la psychiatrie, tu voulais rajouter des choses ? Oui, merci beaucoup, Patrick. Tu as été très complet et dans tes réponses aux différentes questions. Là, je pense que c'était très important de redonner du sens à ces critères. Je voudrais aussi redire, je pense que c'est très important, c'est que la HAS, nous portons de manière très forte l'amélioration de la qualité des soins en psychiatrie, effectivement, à la fois sur la question des pratiques et aussi sur la question, bien sûr, de la certification, puisque c'est, comme tu l'as très bien rappelé, un enjeu tout à fait majeur. Et que globalement, on aura l'occasion de rediscuter avec tous les partenaires de la psychiatrie, évidemment, dans le cadre de concertations qui ont déjà eu lieu et qui continueront à avoir lieu. Enfin, on voit quand même qu'un certain nombre d'établissements psychiatriques progressent aussi fortement dans ce domaine, même s'il reste des établissements qui sont non certifiés, pour lesquels nous avons une attention toute particulière. Mais qu'en même temps, les exigences en matière de qualité et de sécurité des soins, en tenant compte bien sûr des spécificités de la psychiatrie, doivent s'appliquer à tous et toutes. Il n'y a aucune volonté de stigmatisation, bien au contraire, de la psychiatrie, mais la volonté vraiment d'accompagner les équipes pour qu'il puisse y avoir une dynamique de progrès dans l'amélioration des pratiques et dans la réponse aux attendus du référentiel, puisque tous les établissements sont confrontés à des difficultés multiples et qu'il faut pouvoir évidemment prendre en compte la spécificité de la psychiatrie, mais en même temps garder un niveau d'exigence qui doit rester celui de la garantie pour les patients, d'avoir des soins qui correspondent aux meilleures pratiques.
Merci beaucoup. Véronique? Et j'insiste, Oui. parce que oui, je rajoute aussi le respect des droits des patients, tu l'as évoqué, mais je pense que c'est vraiment très, très important, tout particulièrement en psychiatrie, hein. On connaît Oui. l'importance, l'enjeu des questions d'isolement, de contention, etc. Et il est vraiment très important que le respect des droits soit dans la dynamique d'amélioration de la qualité de la sécurité des soins dans les établissements psychiatriques. Tout à fait, donc c'était vraiment important de rappeler effectivement ces principes. Il y a eu beaucoup d'autres questions qui ont porté sur d'autres thématiques, les directives anticipées bien évidemment, d'autres sujets qui sont effectivement extrêmement structurantes. On a notamment tout un sujet autour de l'hospitalisation à domicile. Donc on sera amené à travers la foire aux questions à vous transmettre tous les éléments de réponse et éventuellement à faire un focus un peu particulier sur l'HAD si on le peut avec les acteurs concernés. Juste pour vous dire, avant la conclusion, donner quelques informations sur le processus décisionnel. L'impact, on le disait au départ, l'impact des fiches anomalies sur le processus décisionnel, à ce stade, on a dit chaque établissement aura une fiche anomalie. On ne l'espère pas, bien évidemment, mais il y en aura. L'idée, c'est de pouvoir analyser avec l'établissement de santé le résultat concret sur la qualité et la sécurité des soins de ces anomalies. Et la commission de certification portera un regard tout particulier et bien évidemment là-dessus. Mais on a dit aussi qu'une fiche anomalie n'impactait pas forcément le niveau de décision. C'était vrai pour le 5e cycle, ça l'est toujours pour le 6e. Les fiches anomalies n'apparaissent pas dans le rapport que vous téléchargez. Mais par contre, elles sont bien dans Calista. Et donc, tous les établissements de santé ont la possibilité, dans Calista, de pouvoir répondre aux commentaires, aux synthèses du coordonnateur. Donc, vous avez une partie observation, mais vous avez aussi la possibilité de répondre et de regarder ce qui est écrit effectivement dans les fiches anomalies. Donc c'est effectivement tout à fait transparent avec les établissements de santé. Par contre, quand vous téléchargez le rapport, ça n'apparaît pas en tant que tel. C'est pareil pour le rapport final de certification. Si un établissement de santé est non certifié une nouvelle fois, c'est là toute la démarche que vient d'évoquer Véronique à l'instant. On y reviendra probablement, mais l'idée étant de faire levier. Le référentiel de certification, c'est un levier d'amélioration des pratiques. L'idée, c'est qu'on avance ensemble. Donc, permettre effectivement à l'ensemble des acteurs qui sont autour de vous, aussi autour des établissements de santé concernés, de pouvoir être mobilisés. Et vous avez, vous, établissements de santé, les ARS également, à la main, un certain nombre de leviers pour vous permettre d'avancer sur un certain nombre de thématiques. On avait, il y a quelques années, 1 an et demi en arrière, réalisé un webinaire avec l'ensemble des partenaires, des structures d'appui, des Zomédit, etc. Donc vous avez ces leviers qui sont toujours possibles. Les recours gracieux sont également évalués avec la plus grande comment dirais-je, bienveillance et sachant que la décision de certification est prise par la commission de certification. Le recours gracieux, c'est le collège qui la prend. Et donc, on a ces deux instances, en fait, qui partagent les avis. Voilà, on va s'arrêter là. Et je vais maintenant laisser la parole à notre directeur général, Monsieur Jean Lessy, qui va venir effectivement avoir un propos conclusif. Dans quelques jours, sur notre page événements, vous pourrez revoir le replay. Et puis, vous recevrez également une foire aux questions pour continuer à éclairer un petit peu les préoccupations qui sont les vôtres. Et donc, Monsieur Jean Lessy. C'est bon ? Oui.
Écoutez, bonjour à toutes et tous. Et d'abord, un grand merci à toute l'équipe du service, Patrick Méchin, Loïc Kéribin, Isabelle d'Orléans et tous les autres agents du service qui ont permis que ce webinaire se tienne dans de si bonnes conditions. Et merci à toutes et tous pour votre intérêt pour ce nouveau webinaire. Alors peut-être pour conclure, 3 messages. Le premier message, c'est que le référentiel et tout cet exercice, pour rester pertinent, il doit évoluer. Il doit évoluer parce qu'il faut tenir compte des enjeux de santé publique, il faut tenir compte évidemment de l'évolution du contexte réglementaire et des retours que nous avons nous-mêmes du terrain. Donc le référentiel continuera à vivre, il le doit pour rester pertinent. Alors évidemment, nous attendons tous aussi de la stabilité. Évolution n'est pas révolution. Dans les prochaines semaines, nous aurons déjà une vision plus complète sur les premiers retours des quelques dizaines de visites de certification qui ont déjà été effectuées sous l'empire de ce nouveau référentiel, et nous pourrons, sur cette base, déjà procéder à de premiers ajustements. Et puis, à l'horizon début 2027, aura lieu la première actualisation du référentiel. Alors, je ne dévoile rien, si ce n'est que ces actualisations s'inscriront nécessairement dans la continuité des grands objectifs: simplification avec la réduction du nombre de critères, prise en compte de certaines priorités de santé publique. Il a été question de santé mentale et de psychiatrie à l'instant. On peut aussi penser évidemment à la périnatalité et à la maternité. Et puis évidemment, toujours ce souci d'être au plus proche des résultats pour le patient lui-même. Mon deuxième message, ça sera pour la communauté des experts visiteurs. Alors d'abord, il y a un sujet auquel nous sommes très attentifs, c'est la composition des équipes d'experts visiteurs. Et nous y serons toujours plus attentifs pour bien veiller à ce que les compétences des experts visiteurs de l'équipe soient en adéquation avec le statut et les activités de chaque établissement. Mais je voulais profiter de ce webinaire pour passer à un autre message. Ce système d'experts visiteurs, qui est une particularité française en Europe, c'est une chance, c'est gagnant-gagnant. C'est une chance d'abord pour les établissements qui sont visités, parce que nous avons un pair qui arrive, conscient des enjeux de terrain, et qui va évaluer les pratiques sans juger à l'aune de sa propre pratique. C'est une chance aussi pour l'établissement d'origine de l'expert visiteur, qui a une ressource précieuse pour appuyer sa propre démarche et culture qualité en interne. Et c'est une chance pour la HAS, puisque nous avons là une source d'apprentissage en continu sur justement les réalités de l'application de ce référentiel. Mon troisième message, ça sera précisément pour parler de demain, et notamment de l'accompagnement des établissements. Il y a un an, Patrick Méchin l'a dit, se tenait un webinaire sur toutes les ressources disponibles au niveau local pour accompagner les établissements. Les ARS, les SERA, les OMEDIT, les CEPIAS et d'autres ressources encore. Parce que la visite, ce n'est pas une fin en soi. La visite, elle s'inscrit dans une dynamique d'amélioration et pour certains établissements, il y a un besoin particulier d'accompagnement. Donc nous allons renforcer nos liens avec les ARS parce que l'objectif, c'est que collectivement, nous puissions apporter l'accompagnement le plus pertinent à chaque établissement, notamment pour ceux qui ressortent d'une visite et d'une décision de certification comme non certifiés ou certifiés sous condition. Et puis, nous allons renforcer également nos démarches, auxquelles le service est très attaché, d'aller vers les ARS, aller vers les établissements, pour là aussi veiller à ce que la dynamique que la visite doit marquer soit continue. Je remercie tous les participants, l'organisation, et je vous souhaite une bonne journée.